Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Lise Moret, je représente le Forum pour l'investissement responsable, qui est un des partenaires qui ont été évoqués tout à l'heure. Et le panel, la discussion que nous allons aborder aujourd'hui, elle porte sur la finance à impact, qui est évidemment un outil et un acteur prépondérant dès lors qu'on veut changer l'économie, changer le monde de demain. Et la question qu'on se pose, c'est cette finance à impact, est-ce qu'elle peut permettre de rediriger la finance au sens large? Cet impact, est-ce que c'est un vrai levier ou est-ce que ça a vocation à rester sur une taille peut-être de niche ou en tout cas plus focalisée. Donc pour m'accompagner sur ces débats, j'ai des invités de choix, des représentants de la communauté financière, mais aussi du monde politique et du régulateur. Et donc je vais commencer dans l'ordre par Nicolas Sellier, qui est donc cofondateur de Ring Capital, Monsieur Daniel Ball, président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Madame Maëva Courtois, directrice et fondatrice d'Elios Bank, et enfin, je continue avec Jean-Pierre Grimaud, directeur général d'Ophi Invest, et Pascal Confin, député européen et acteur très important engagé sur l'environnement, bien sûr. Alors peut-être en guise d'introduction sur ce sujet, on peut dire que on peut se satisfaire qu'au cours de la dernière décennie, beaucoup d'initiatives ont été prises par l'industrie financière, par le monde de la finance, pour plus de durabilité, à la faveur de pas mal de catalyseurs, dont le régulateur, on en parlera. Donc il y a une plus grande prise en compte des impacts, on peut le dire, il y a eu des changements profonds dans des politiques d'investissement qui sont parfois très exhaustives, assez ambitieuses. Il y a aussi des vraies solutions qui sont proposées par le monde de la finance à impact, dans le non-coté, mais aussi dans le monde coté. Et tout ça va effectivement dans le sens d'une accélération. Côté régulateur, le terrain politique a été assez organisé, notamment en Europe, mais pas seulement. Des dispositifs ambitieux, importants comme le Green Deal, mais bien sûr le plan d'action de la finance durable, depuis 2018, ont eu un effet de catalyste, d'accélérateur. Donc tout ça nous fait penser que on va vers un chemin qui est plutôt vertueux, mais on sait aussi que on n'y est pas encore. Les flux d'investissement nécessaires à la transition sont pas encore suffisants. Et surtout, on a vu dans la période plus récente, avec ce qu'on a pu observer aux États-Unis sur les marchés financiers, mais dans le monde économique en général, quelques vents contraires, ce qu'on a appelé l'ESG backlash, qui nous fait un peu peur, qui nous fait penser qu'on est en train de reculer, de freiner sur les sujets de durabilité et aussi d'impact. Et on se pose cette question de savoir comment est-ce que cette volonté d'aller vers plus d'impact en finance peut se généraliser, peut aller plus loin et peut avoir finalement plus de portée. Et donc on va commencer en fait par un sujet peut-être plus générique, plus général de la perception de mes invités, des intervenants à cette discussion sur le sentiment vis-à-vis de l'ESG, de la durabilité et de l'impact dans l'industrie financière. Comment perçoit-on cette notion de supposé rétropédalage, et je vais commencer par solliciter Monsieur Ball sur ces questions-là. Alors on sait que les entreprises françaises sont très dépendantes des financements bancaires. Vous êtes un acteur très important dans ce domaine. Comment vous vivez ce climat récent là, peut-être de méfiance ou en tout cas de questionnement de l'industrie financière sur ces sujets de durabilité, et est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que j'ai le droit d'être optimiste pour commencer? Heureusement, tout en étant réaliste? Non, moi j'ai pas le sentiment, dans les contacts que j'ai avec les confrères, dans les contacts que j'ai avec les clients, avec les entreprises, qu'il y a aujourd'hui un rétropédalage sur ce sujet. Par contre, ce qui est tout à fait réel, c'est que l'ensemble de la communauté, et notamment la communauté des clients, notamment la communauté des entreprises, ont besoin qu'on fasse preuve de pédagogie. Et c'est vraiment, je crois, notre rôle. C'est évidemment les banques qui financent largement l'économie. On peut dire que les entreprises en sont très largement dépendantes. Les particuliers également sont financés par les banques.
Et en même temps qu'on accorde nos concours, on doit être en position d'accompagnement. Et pour nous, c'est très très important. Et c'est vraiment dans cette logique que nous travaillons. Après, il nous appartient également à nous, les acteurs, et un groupe bancaire comme le Crédit Mutuel, le 5e groupe bancaire français, parmi les 10 plus grands groupes bancaires européens, a évidemment un rôle majeur à jouer dans ce domaine. Ça signifie également qu'on fait des choix par des investissements qu'on financera ou qu'on ne financera plus, des investissements qu'on financera à des conditions privilégiées ou à des conditions qui ne le seront pas, selon qu'ils soient vertueux. Et c'est parfois des choix très drastiques qui sont faits, et c'est les choix que notre groupe a fait à un moment de décider de ne plus financer du tout d'investissements qui permettent l'augmentation de capacité de production d'énergie fossile. Donc, pour synthétiser ce que je viens de dire, je crois aujourd'hui que les notions d'ESG, il n'y a pas de rétropédalage, il y a simplement un besoin d'accompagnement et de montrer que finalement la communauté financière ne doit pas se comporter en censeur, mais en accompagnant. Oui, merci beaucoup. Peut-être aussi enchaîner sur la vie d'un important investisseur, Monsieur Grimaud chez Ophi Invest. Est-ce que vous avez constaté ce ralentissement ou cette réserve vis-à-vis de la durabilité dans les préférences, dans les attitudes d'investissement ? Non, on l'a pas observé, en tout cas pour les investisseurs européens. Je pense d'une manière assez claire, la plupart des investisseurs tiennent compte de l'ensemble de l'intégration de critères ESG et de problématiques autour de cela. En revanche, il est clair, il y a ce phénomène aux États-Unis, mais il ne faut pas peut-être y apporter trop d'importance à ce stade et voir comment les choses peuvent évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer ces dernières années que les flux d'investissement sur les fonds article 8, article 9 continuent à croître. Et l'autre point qui est important, parce qu'on pourrait se dire, oui, finalement, ce sont les investisseurs institutionnels portés par la réglementation avec une forme d'obligation, mais il n'y a pas que. Ces flux proviennent aussi de manière à peu près équivalente de la part d'investisseurs individuels. Et donc, il y a bien une volonté. Alors, peut-être qu'ils sont poussés par leurs conseillers. C'est aussi, il ne faut pas non plus être trop optimiste là-dessus. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté d'investissement pour aller dans ce sens. La limite de l'exercice, c'est si l'écart devient trop important entre l'industrie européenne et l'industrie anglo-saxonne, on peut se retrouver dans une perte de compétitivité et contre l'industrie anglo-saxonne. Et cela, il faut y être vigilant. Mais ça fait partie des discussions que l'on peut avoir avec, au niveau européen avec nos régulateurs et nos prescripteurs de régulation. D'accord, donc un sujet sur la question des normes et des standards qui peuvent éventuellement affluer en Europe par rapport à ce qui se fait ailleurs. Tout à fait. Et il faut aussi avoir en tête, parce que ces 2 dernières années, malheureusement, la plupart des fonds dits ESG, classés ESG, ont laissé apparaître une performance un peu moindre que des indices qui n'intègrent pas de critères ESG. Mais si on regarde sur des périodes un petit peu plus longues, sur 5 ans, sur 10 ans, vous voyez que l'ESG ne détruit pas de la valeur. Oui, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on peut se dire qu'il y a une forme de renoncement à la performance. Or, sur longue période, ce n'est pas le cas. Oui, et on reviendra sur ce coup de la transition, de la transformation. Maëva Courtois, Nicolas Sellier, vous êtes vraiment des pionniers de la finance à impact, et en tout cas, vous êtes à l'intersection, en tout cas, c'est ma perception, entre l'entrepreneur à impact engagé, le terrain, et puis les investisseurs qui souhaitent aussi donner du sens
et adresser des solutions, aller chercher des solutions. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que est-ce que vous croyez qu'on peut maintenir ce rôle-là de financeur de l'impact social, sociétal, environnemental et mainstreamer, comme disent les anglo-saxons, diffuser tout cela à la finance en général? Est-ce que vous croyez que c'est faisable dans le contexte actuel? Tu me laisses la parole. Merci. Moi, pour répondre avec Helios, c'est tout l'enjeu. On a décidé de lancer Helios, donc, qui est une néobanque à impact, et donc qui est dédiée au financement de la transition écologique. Et on a décidé de proposer des produits très grand public. Donc l'objectif est de proposer des produits à des particuliers, donc à vous par exemple en tant que particulier, pour justement faire de la sensibilisation et permettre de parler de finance à impact. Je dis ça parce que c'est la thématique de la journée, donc finalement c'est un sujet bien connu aujourd'hui, mais nous, quand on s'est lancé il y a 5 ans maintenant, quand je parlais de banque à impact, banque qui finance la transition, les gens ne comprenaient pas, ils me disaient: tu es en train de créer une banque bio. Ouais. Donc on voit déjà qu'il y a eu un grand changement, et un grand changement aussi dans les perceptions qui doit continuer. Donc tout l'enjeu, je pense, au niveau grand public, pour que le mouvement prenne de l'ampleur, c'est de faire de la pédagogie, de parler de ces sujets-là, et de permettre aussi aux clients, aux particuliers, aux consommateurs et surtout aux épargnants, de comprendre ce qu'ils financent, à qui ils confient leur argent, et du coup de quelle manière les financements sont réalisés. Parce que, c'est pas ici qu'on va me contredire, mais parce que il y a un enjeu de plus en plus pressant, et encore plus pressant du coup qu'il y a 4-5 ans, quand j'avais le même type de discours, d'accélérer le financement de projets à impact dans les différents secteurs qui doivent complètement se transformer ou se réinventer, et du coup à différentes étapes, parce qu'en plus on est tous sur des financements à des stages différents. Donc après, je vais laisser Nicolas prendre la main, mais donc nous, on va financer des projets qui sont déjà un peu plus avancés, qui vont rechercher des financements quand même assez conséquents, là où Nicolas, avec Ring, va pouvoir les financer vraiment en early stage aussi, des projets pour les développer. Donc il y a vraiment un enjeu à parler de ces sujets et d'y aller au niveau grand public. Et être transparent vis-à-vis de ce grand public. Exactement. Ouais. Et proposer des produits grand public aussi. Nicolas Seillet ? Sur le fait que l'impact reste une niche, je pense que la preuve que ce n'est pas le cas, on l'a aujourd'hui. Il y a 10 ans, on parlait à peine d'impact. Les gens du business nous disaient: attends, l'impact, c'est la philanthropie. Les gens de l'ESS disent quoi? Vous voulez faire du profit sur de l'ESS, mais c'est encore pire. Le coup est parti. La tendance est clé. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Sur le backlash qui vient des États-Unis, il est en partie la conséquence de greenwashing, de ne pas apporter beaucoup de fonds ESG ou d'ISR, et c'est moins le cas grâce aux législateurs, mais on n'apporte pas la preuve de leur impact, la preuve de leur résultat. Votre banquier, souvent, vous vend des fonds ISR, il vous dit: vous avez fait plus de 3%, mais il ne vous dit pas combien de gars il a mis au boulot, combien de gens ont pu avoir un vaccin, ont pu être soignés grâce à ces fonds. Donc je pense que la comptabilité, le régulateur a un gros rôle et commence à le jouer pour éviter que les fonds ESG soient trop faciles et trop vagues et n'apportent pas la mesure de la preuve. Et je pense qu'une partie du backlash sur l'ESG vient aussi de cet élément. Et quand le fait qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à le voir, le fait que ça soit possible, c'est aujourd'hui ne pas faire d'impact, ne pas que la durabilité ne soit pas un critère clé de l'investissement ou de l'entrepreneuriat, devient complètement aberrant. Je pense que le parallèle, on le fait souvent avec le digital. Les champions, ceux qui ont créé le plus de valeur dans les 3 dernières décennies, sont qui ont compris que le digital, c'était pas juste un site e-commerce, c'était pas, on va pas dire au directeur de la com, tiens, prends le digital. C'est les entrepreneurs qui ont mis le digital au cœur de leur modèle, au cœur de leur process, au cœur de toute leur activité. Et aujourd'hui, on voit exactement avec la nouvelle vague d'entrepreneurs, c'est pas avoir un site vert ou planter des arbres. L'entrepreneur de demain, celui qui créera le plus de valeur, c'est qui attend. Quelle est la nouvelle donne? Le nouveau paradigme, c'est qu'on a passé 200 ans à utiliser nos ressources de la planète et les ressources humaines qui ont été juste un input pour créer de la richesse. Maintenant, comment basculer, comment créer un business qui, en premier lieu, protège la planète et ses ressources humaines, que ce soit ses employés, ses fournisseurs, ses clients.
l'inversement de paradigme, il est tel qu'il y a des opportunités énormes. Et aujourd'hui, good luck, le gars qui se fout de l'impact, qui se fout de ses externalités positives et négatives, bonne chance pour faire un bon business qui sera pérenne sur 10 ou 20, 30 ans. Voilà, donc un enjeu, finalement, les enjeux d'impact et ESG sont de facto matériels et forcément pris en compte, ou en tout cas à prendre en compte dans une démarche d'investissement. On n'a pas le choix. Voilà. Pascal Canfin, ce recul, si on peut en parler, est-ce qu'on voit effectivement aux États-Unis, est-ce qu'il déteint en Europe sur le plan politique, réglementaire? On sait que les besoins d'investissement sont considérables, ils devront être publics mais aussi privés, ça c'est indispensable. Comment est-ce qu'on fait pour résister à cette défiance, à cette méfiance vis-à-vis des enjeux durables? Et comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'ambition, en tout cas en Europe, sur ces sujets-là? Et il reste encore pas mal de choses à faire, même si beaucoup de choses ont déjà été faites. Oui, bonjour tout le monde, bon après-midi. D'abord, le backlash, il ne faut pas en avoir peur. Quand on est féministe, le backlash, il existe depuis des millénaires, ça n'empêche pas le combat d'être mené. Bon, c'est pareil, quand on est écologiste, il faut mener la bataille, même s'il y a des adversaires. Et qu'est-ce qui fait que la donne a changé et que, effectivement, le côté un peu bisounours de tout ça est formidable et évidemment c'est du bon sens et tout le monde va réussir, c'est que maintenant on rentre dans le dur. Et quand on rentre dans le dur, on s'aperçoit que oui, c'est plus compliqué, les chaînes de valeur ne sont pas toutes là, la réallocation du capital, c'est bien, mais il n'y a pas les projets, et puis quand on a les projets, oui, mais mon financier, il n'est pas exactement là où je voudrais qu'il soit, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on passe de l'aspiration, on passe de la vision, de la direction du changement à l'opérationnalisation concrète. Et forcément, c'est plus compliqué. Donc le backlash, il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il faut toujours, je pense, et moi j'y tiens beaucoup, rester dans une logique de dépolarisation. Parce que si on polarise ces sujets, d'un point de vue politique évidemment, mais aussi de point de vue de manière générale dans la société, je pense que c'est la recette de l'échec. L'exemple historique que je prends régulièrement, c'est la protection sociale, l'État-providence. Quand on a, après la Deuxième Guerre mondiale, partout en Europe, sous des formes différentes mais fondamentalement très proches, construit les États-providence, on l'a fait par l'addition des familles politiques. C'est parfois l'héritage des gaullistes, parfois l'héritage des communistes, parfois l'héritage des sociodémocrates, parfois l'héritage des démocrates chrétiens. Et au fond, ça appartient à tout le monde. Et c'est parce que ça appartient à tout le monde que ça a résisté et ça a passé les alternances politiques et ça s'est mis en place et ça a profondément transformé le capitalisme tel qu'on le connaissait avant. Pour moi, la transition écologique, c'est de la même nature. Et je ne ferai aucun parallèle avec la situation politique française, mais c'est en additionnant les énergies de chacun qu'on arrive à trouver une solution. Je ferme la porte, on y arrive au niveau européen. Et maintenant, sur ce qu'on a voulu faire au niveau européen avec le Green Deal auquel vous faisiez référence depuis 5 ans. Je le résumerai, parce qu'il faut comprendre la philosophie, je résumerai en 3 mots sur la partie finance. Le premier mot, c'est transparence. Si on ne sait pas de quoi on parle, alors on peut dire tout et son contraire, on peut faire du greenwashing en toute impunité, ou au contraire, on peut être ultra rigide au-delà du raisonnable. Donc on a fait la taxonomie, et on a fait un texte dont on va peut-être parler, CSRD, pour assurer de la transparence dans les datas, dans l'information, que le marché sache à peu près de quoi il parle, qu'il y ait un marché européen du financement vert, parce qu'un actif dit vert en Espagne, c'est un actif dit vert en Suède, et pareil en Pologne, et pareil en France, et on peut financer tout ça. Deuxième élément, c'est le risque. Le deuxième mot, c'est clé, c'est le risque. C'est internaliser tout cela dans la gestion des risques. Risque macro, c'est extrêmement clair maintenant pour les banquiers centraux que le changement climatique est un risque macro-financier. Et donc, il faut aller chercher dans les réglementations prudentielles, que ce soit pour les banques, que ce soit pour les assureurs, la captation de ce risque. Parce que la crise financière de 2009 nous a appris que précisément un risque macro-financier était un risque de nature spécifique qui n'était pas couvert par les réglementations micro. Donc, il faut réussir à internaliser la gestion du risque climatique dans les décisions d'investissement, dans la gestion des risques bancaires, etc. D'où les travaux qu'on a menés et qui sont encore en cours au niveau des régulateurs sur les assureurs et sur les banques pour obliger les banques à internaliser la question des risques climatiques
Il y a d'autres risques environnementaux que les risques climatiques. Pour l'instant, on s'est focalisé là-dessus, parce que le consensus politique, c'était ça. Demain, la question de la nature, de la biodiversité mérite bien évidemment d'être posée. Et puis le troisième mot-clé, c'est la valeur. Donc transparence, on sait de quoi on parle, risque, c'est intégré, et valeur, parce qu'à un moment donné, tout ça, ça doit se refléter dans la valeur et dans la valorisation des actifs. Parce que sinon ça finit par poser problème, CF, la performance ou la sous-performance que vous évoquiez à l'instant. Et donc là, on est sur la question des règles comptables, on est sur la question des règles fiscales, et notamment ce que porte Impact France avec l'éco-conditionnalité. Typiquement, si on éco-conditionnalise, on change les paramètres de valorisation, mais il faut le faire sur quelque chose qui est transparent et qui est intégré intelligemment par rapport au risque. Donc on fait exactement la chaîne de valeur sur les trois mots-clés. C'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie. Le 1, il est quasiment fini, et là, nous, on a besoin de votre retour de mise en œuvre et de la taxonomie et de CSRD pour savoir ce qui marche pas, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être affiné, ce qui doit être simplifié, etc. On le fait le plus intelligemment possible avec l'échelle internationale, puisque l'Europe, ce n'est pas une île, donc on le fait avec l'ISSB et ce que fait Emmanuel Faber. Et puis, le risque, c'est en cours. Donc, Daniel pourra en parler mieux que moi, c'est en train d'être fait par les superviseurs et les régulateurs et par la BCE. Et le troisième moment, il s'ouvre, c'est la valeur. C'est que pour l'instant, ça n'est pas automatiquement et de manière mainstream intégré dans la valorisation. Et je pense que si on ne franchit pas cette troisième étape, alors on met en risque l'ensemble du dispositif. Donc il faut l'intégrer dans la valeur à travers un certain nombre de propositions, notamment celles qui sont portées par le mouvement Impact France. Oui, merci beaucoup Pascal Canfin. Et du coup, ça me donne l'occasion d'enchaîner sur un deuxième sujet qui est assez central dans tout ce qu'on dit. Si je vous entends, le ESG backlash, la réserve que les politiques, les régulateurs, l'économie dans son ensemble peut avoir eu récemment vis-à-vis de la durabilité, en fait, elle est probablement transitoire, et en tout cas, on doit y aller, il faut y aller. Et le sujet, c'est plutôt de savoir comment et de rentrer dans le dur, comme vous disiez. Et ça passe pour l'industrie financière par une réflexion sur le coût, la monétisation et la valorisation de tous ces sujets-là. Mais justement, si on parle de coût, alors, on peut imaginer une forme de courbe en J quand on parle de finance à impact ou de caractère durable dans les financements. Et il y a peut-être une espèce de renoncement à avoir au tout début pour, à plus long terme, finalement, récolter les fruits d'un point de vue global, d'un point de vue collectif, d'avoir eu des objectifs plus sociétaux et environnementaux dans les choix qu'on peut faire. Du coup, je voudrais tous vous interpeller sur ce sujet-là, cette question du coût de la transformation. Et je voulais commencer par vous, Maëva Courtois. Voilà, en tant qu'acteur bancaire très engagé, est-ce que vous diriez que ce soit au travers de votre offre de produits vis-à-vis des épargnants ou votre offre de financement pour les entreprises, est-ce que vous voyez un coût à avoir cette exigence en matière d'impact écologique et social, et c'est un peu sans complexe que je l'évoque comme ça, mais finalement c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément de preuves, d'évidence de tout ça, mais c'est structurant d'avoir votre position sur ce point-là, et ça nous permettra peut-être d'avancer sur le troisième sujet de la comptabilité, justement. Alors, d'un point de vue purement off, je pense que déjà le marché s'est bien développé ces 30 dernières années, là où la finance éthique traditionnelle qu'on peut connaître à travers la NEF ou le crédit coopératif ou Triodos à l'international a bien été développé, déjà parce que il y a un nombre d'entreprises qui se sont développées ces dernières années qui permettent d'avoir un pipe d'entreprises à financer qui est bien plus conséquent, et donc d'avoir un univers d'investissement en fait qui se rapproche d'un univers d'investissement traditionnel, en tout cas dans tous les secteurs, exactement. Donc ça permet, si là je parle de performance, ça permet d'avoir quand même un marché beaucoup plus mature. Je pense que c'est la clé pour pouvoir proposer, et pour pouvoir voir la finance durable vraiment grandir et se diversifier et passer au niveau très grand public, puisque je pense que c'est compliqué d'aller toucher des cibles, et donc là je reparle de clients particuliers et d'épargnants, des personnes engagées, disons,
engagé sans être surengagé, avec un service ou un produit ou des performances qui sont trop éloignées de ce qui est proposé sur le marché. Ouais. Parce qu'on est des acteurs économiques logiques, donc il faut retrouver des prix similaires, une offre de produits et de services similaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est capable. Nous, en tout cas, c'était toute l'ambition avec Helios sur, en tout cas, du produit et de l'offre de produits qui soit au même prix, avec le même type de service qu'on peut retrouver dans l'industrie bancaire, banque en ligne, qui propose des services assez innovants, et de proposer de passer en fait un peu à l'échelle aussi, donc de parler à des gens qui sont pas forcément le client qu'on peut imaginer très engagé, mais quelqu'un qui se dit moi maintenant que je réalise qu'effectivement la banque, les acteurs bancaires, les acteurs financiers, c'est des acteurs économiques qui ont un rôle en fait sociétal, pas uniquement un rôle commercial, donc qui ont un rôle de financer les entreprises de demain, et donc les entreprises que nous on pourra consommer demain, les entreprises dans lesquelles on pourra consommer demain, et donc le monde qu'on verra dans les prochaines années. Et en fait c'est beaucoup de pression pour ces acteurs financiers, mais donc c'est l'occasion de reprendre la main. Mais pour ça il faut avoir un service qui soit au même niveau, et au niveau des performances. Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, mais au niveau des performances, je pense qu'il faut remettre en perspective le timing en fait, d'attente de rendement. Quand on fait de l'investissement, le rendement, c'est du long terme. Donc il faut regarder de l'investissement à 7, 8, 10 ans. Et donc quand on regarde à 10 ans, les rendements, donc si je prends le MSCI Europe et MSCI Europe ESG, le MSCI Europe ESG surperforme sur 10 ans. Donc on voit qu'il n'y a pas de perte de valeur, mais par contre il faut comparer quelque chose qui est comparable quelque chose sur un horizon de temps qui est comparable, puisque c'est des boîtes qui doivent aussi prouver la valeur qu'elles créent sur des nouveaux segments de marché, et donc ça prend aussi du temps. Et moi je suis persuadé que dans les prochaines années, tu en parlais Nicolas sur le numérique, que dans les prochaines années, évidemment que toutes les boîtes seront et proposeront des produits et services durables, éco-responsables, et donc ce seront les grands gagnants de l'économie. Et moi, je financerai ce type de projet en particulier. Et les investisseurs ont la patience d'attendre le temps long qu'il faut pour ça. Jean-Pierre Grimaud, Nicolas Sellier, dans vos investissements, quel regard vous avez sur l'interconnexion entre l'impact sociétal, environnemental des entreprises éventuelles et leur performance financière? Est-ce que c'est forcément une question qu'on se pose quand on fait de l'investissement durable aussi, puisque comme le disait Maëva, on est des acteurs économiques. Comment est-ce que tout ça s'articule? Et est-ce que vous pensez aussi que cette finance à impact, un investissement à impact social ou environnemental, pourrait aller à l'extrême vers une standardisation, pourrait permettre une standardisation des méthodes de valorisation financière? La question est vaste, mais on pourrait se poser la question dans l'autre sens. Vous disiez, est-ce que la transition a un coût, et donc est-ce qu'elle peut peser sur la valeur à court terme? Et si on renverse la question, si on ne finance pas la transition, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on se retrouve face à un mur, si le réchauffement climatique continue à s'accélérer, si demain on ne peut plus s'assurer, parce qu'il ne sera plus possible de s'assurer, parce que le coût de l'assurance sera tel qu'il va exclure du marché nombre de personnes. Donc il faut aussi avoir le raisonnement inverse. Certes, la transition a un coût, certes elle peut peser à court terme dans la performance financière d'une entreprise, mais si on se place dans un horizon de temps beaucoup plus long, ce coût-là sera vraisemblablement beaucoup plus faible que celui d'attendre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on l'observe beaucoup sur le marché des actions cotées. Dès qu'il y a un accident extra-financier, pas simplement un accident financier, dès qu'il y a un incident extra-financier sur une publication, sur une annonce, que sais-je, le cours de bourse chute 30, 40, 50%. De la même manière qu'une mauvaise attente sur un résultat financier a cet impact. Et donc, à un moment donné,
vraisemblablement, et c'est ce que disait Pascal Canfin à l'instant, il y aura un moment donné où la valeur extra-financière sera aussi valorisée de manière financière dans la valeur de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là où véritablement on verra que le financement, que ce soit du financement bancaire ou que ce soit du financement d'investisseurs finaux, par capital ou par dette, joue véritablement ce rôle de transformation. Et de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est comment la directive CSRD, comment elle va se déployer. C'est ce que vous disiez à l'instant, comment petit à petit, chacun d'entre nous va se l'approprier et en faire une source d'opportunité plutôt que d'une source de contrainte, pour valoriser les actifs. Ouais, tout à fait. Nicolas Seillet ? Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La question, si on posait la question à l'envers, en effet, dit est-ce que vous investiriez dans une boîte où le dirigeant est toxique, il bute son environnement, il traite mal ses salariés, il tord le bras de ses fournisseurs. En tant qu'investisseur de long terme, je pense que je partirais en fuyant. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Le temps, c'est vrai que le temps, on l'a vu encore récemment, on peut faire de la performance à court terme si on a du bol ou si on spécule. On l'a vu récemment avec les envolées des prix dans la tech où les Américains sont arrivés avec des millions. Ça a fait le jeu tout le monde, des investisseurs en France, des entrepreneurs qui ont pu sortir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans ? Les mêmes qui ont fait de l'hypercroissance, ils font de l'hyperdécroissance. Les mêmes qui ont eu du mal à embaucher, qui mettaient tout le monde sous pression pour embaucher, maintenant ils mettent tout le monde sous pression pour les débaucher. Ça a créé beaucoup de ça a été très toxique et in fine, pour l'actionnaire, il y a plutôt une déperdition de valeur qu'une création de valeur. Donc le temps est le seul facteur qui permet de faire converger création de valeur pour les actionnaires, création de valeur pour l'écosystème et création de valeur pour l'environnement et pour ses employés ou son écosystème social. Après, ça passe aussi par la mesure et par l'alignement des rémunérations. C'est vrai que si vous demandiez si Pouyanné était incentivé sur l'impact qu'il avait, peut-être que ça serait un acteur majeur de la décarbonation, de l'impact social. Le fait de dire à quelqu'un, toi tu vas faire de l'impact, mais in fine, ta valorisation elle dépend de ton stock option que tu arriveras à faire grandir dans 3 ans, il y a quelque chose qui n'est pas complètement, avoir un peu de bon sens, qui n'est pas complètement aligné. Donc le fait d'aligner... Alors c'est plus facile, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pareil dans le digital, de transformer des acteurs historiques qui ont des responsabilités, qui ont des dizaines de milliers de collaborateurs que des jeunes startups. On a la chance de pouvoir le faire avec nos startups, nous typiquement Castelli qui est là. L'incentive de Castelli, en tant qu'actionnaire, notre rémunération elle dépend du BP Impact de Castelli. Le BP Impact de Castelli, c'est le nombre, par leur fontaine, le nombre de bouteilles en plastique qui sont évitées chaque année et le nombre de CO2 transport évité des bouteilles. C'est un outil formidable d'alignement des intérêts, c'est un outil aussi de management, c'est un outil formidable d'accélération de l'impact parce qu'au moins on le mesure, on motive les gens par l'impact et du coup il y a un effet auto-accélérateur. Et donc je pense que la transparence, la mesure, la simplicité et l'alignement impact rémunération est clé pour que l'impact ne soit pas juste un affichage, un moyen, mais également une fin, au même titre que celui de la croissance économique. Oui, bien sûr. Mais en fait, tout ça, on comprend bien qu'il y a cette notion de matérialité, c'est-à-dire comment est-ce que l'impact social environnemental peut transiter, se concrétiser par un impact pour la bottom line d'une entreprise, pour ses bénéfices, pour sa rentabilité. Tout ça, ça passe aussi par peut-être des standards qui se sont beaucoup enrichis, en tout cas en Europe. On a parlé de la CSRD. Daniel Ball et peut-être aussi Pascal Canfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ça et comment est-ce que ces nouveaux standards, il n'y a pas que la CSRD d'ailleurs, je vous entends parler, vous, en tant qu'investisseur, en disant que on peut aussi produire de l'impact social, environnemental, tout en finançant l'ensemble de l'économie, mais le fait est que pour faire la transition, il y a aussi peut-être des arbitrages à faire et il faut avoir une compréhension de quelle sera la structure d'un portefeuille lorsqu'on aura décidé de le décarboner. On a besoin donc de référentiels, de modèles. Est-ce que les outils qui ont été mis à disposition de la sphère financière, beaucoup par le régulateur aussi, en tout cas à la faveur de ce que le régulateur a voulu faire, est-ce que ça permet réellement d'accélérer la transition et peut-être de quoi aurons-nous besoin de plus pour aller davantage de l'avant?
Je vais commencer. Évidemment, la CSRD, on a échangé récemment avec Pascal sur le sujet, peut avoir des éléments de complexité qui peuvent apparaître comme étant des freins. En plus, quand on est nous-mêmes dans une activité qui est l'industrie financière, on n'est pas vraiment directement concerné. Par contre, sont concernés tous nos clients, sont concernés tous les structures dans lesquelles on investit. Et donc, finalement, on tombe dans une bonne harmonie entre l'intérêt que les uns et les autres ont à avancer en ce sens-là. Il est clair que ce qui se passe ces dernières années, et notamment la pression très forte que le régulateur et le superviseur ont mis sur les banques, notamment, a fait fortement avancer le sujet. Pour autant, il ne faut pas que nous considérions que seule cette pression doit nous faire avancer. En tout cas, les choix que nous faisons, je le disais tout à l'heure, c'est d'accompagner les entreprises, mais aussi c'est de faire des choix drastiques. Vous disiez tout à l'heure que dans une start-up, c'est peut-être plus simple parce que les collaborateurs sont plus ouverts à ça, mais ce n'est pas parce qu'on est un opérateur historique qu'on doit être à côté de l'ensemble des sujets ESG. Et ça signifie clairement chez nous des prises de conscience, des formations. Aujourd'hui, tous les collaborateurs de notre groupe sont formés au sujet ESG. Ça devient une réalité. Lorsque je rencontre un manager, aujourd'hui, je lui rappelle que sa responsabilité est bien sûr de développer l'entreprise, de le faire dans des conditions de rentabilité qui sont bonnes, de la satisfaction des clients optimale, d'une bonne gestion de ses ressources humaines, mais également d'intégrer toute la dimension ESG. Bon, quand on est entreprise à mission, c'est encore plus facile à expliquer, et l'entreprise à mission, demain, est un ressort pour développer l'activité. L'entreprise à mission, ça fait clairement partie du business model. On parlait tout à l'heure de coûts que l'on peut avoir. Je peux également considérer que dans certains choix que nous faisons, c'est du chiffre d'affaires dont on se prive. Et je me souviens de certaines décisions que nous avons prises lorsqu'on allait vers les équipes. Tout de suite, on disait oui, mais notre produit net bancaire, puisque le chiffre d'affaires dans l'activité de la banque se traduit comme ça, va en souffrir. Et donc, c'est là aussi, il faut dire oui, mais c'est un choix que nous faisons. C'est un choix que nous faisons parce que nous croyons que c'est le bon choix pour l'avenir. C'est un choix fondamental. D'autre manière, à terme, c'est toute l'industrie qui doit se transformer. Alors soyons acteurs de cette transformation. De même que lorsque on accorde des prêts bonifiés sur des sujets qui sont des sujets de transformation, y compris pour des particuliers, évidemment, ça a un coût, mais en même temps, derrière, je suis vraiment convaincu qu'il y a un développement du volume d'affaires qui peut se faire. Pascal Canfin, sur le rôle du régulateur aussi et des référentiels qui existent aujourd'hui pour mesurer ce coût, en quelque sorte. D'abord, quand on parle de transition écologique et des règles du jeu qu'il faut transformer, là, au moment où on parle, on se focalise sur la partie finance verte, mais bien évidemment, ça n'a de sens que si on transforme aussi les règles du jeu pour les clients des banques. On ne peut pas avoir une banque alignée Accord de Paris si l'économie est alignée 5 degrés. Sinon, c'est une banque qui finance plus l'économie ou c'est une économie qui est plus financée par la banque. Mais les deux sont, voilà. Donc il faut faire bouger les deux en parallèle. Donc se posent évidemment des questions de circularité, c'est le serpent qui se prend la queue, etc. etc. C'est pour ça qu'on a pris, par exemple, dans le cas très concret qui occupait nos discussions récentes, les banques doivent d'abord, les clients des banques doivent d'abord mettre en place la CSRD, puis les banques, puisque on ne peut pas demander à la banque de le faire si les clients ne le font pas. Mais en même temps, la banque a un rôle clair d'accompagnement, d'accélération pour qu'à la fin, elle puisse faire elle-même sa mise en œuvre de la CSRD. Donc je reviens sur les 3 mots-clés, transparence, risque et valorisation. Le cœur du sujet aujourd'hui, là, c'est la valorisation. Et la CSRD fait partie pour moi de l'équation de l'intégration dans la valeur, parce que ce qui occupe beaucoup, notamment les grands groupes,
et les PME qui sont dans les chaînes de valeur des grands groupes sur la CSRD, c'est la partie data et compliance, d'accord, de dire où est mon information, où est ma matérialité, où sont mes risques, où est mon impact, etc. C'est évidemment très important. Mais le cœur du sujet, c'est à la fin la jonction entre l'audit extra-financier et l'audit financier. Et c'est pour ça que moi, j'emploie jamais le terme ESG, parce que ça laisse penser, le prérequis, c'est qu'il y a un univers qui est le financier, puis un univers qui est l'extra-financier. Et je pense que tant qu'on reste dans cette matrice intellectuelle-là, en fait, par définition, on se trompe. Donc, il faut qu'on intègre le fait que le climat, par exemple, c'est un risque financier. Demander à un assureur si ce n'est pas un risque financier, demander aujourd'hui à un constructeur automobile si les règles du jeu qu'on a prises au niveau européen pour aller vers les véhicules zéro émission, ce n'est pas du pur financier, c'est de la pure allocation d'actifs, c'est du pur investissement, c'est de la pure compétition avec les Chinois, ça n'a rien de ESG, absolument rien de ESG, c'est de pure valorisation industrielle et actionnariale. Donc, si on veut gagner la bataille du fait que ça passe dans la valorisation, il faut déjà nous-mêmes se désintoxiquer un tout petit peu du fait qu'il y aurait deux catégories dans la vie, le financier et le ESG. Donc c'est pour ça que moi-même, je ne l'emploie jamais. Et dans CSRD, vous avez une provision très claire qui fait passer, et elle est fondamentale, qui fait passer la jonction de l'audit extra-financier dans l'audit financier. C'est quoi? C'est que vous êtes obligé de produire un plan de transition aligné à l'accord de Paris, sur l'ensemble de votre activité, et vous devez y mettre les investissements associés. Et à partir du moment où vous avez les investissements associés à ce plan de transition, forcément, ça doit se retrouver dans les états financiers et dans ce que vous dites aux investisseurs dans les roadshows financiers. Et vous ne pourrez plus faire certifier vos comptes extra-financiers si ça ne se retrouve pas dans le financier. Et vous ne pourrez plus faire certifier vos comptes financiers si ce que vous dites dans l'extra-financier ne se retrouve pas dans le financier. Et c'est pour moi une rupture majeure. Et c'est une rupture majeure qui d'ailleurs, et c'est normal, fait peur à certains. Si ça faisait peur à personne, c'est que ça ne servirait à rien. D'accord ? Donc ça fait peur à certains. Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, ça fait des années et des années que je raconte A à un univers de parties prenantes, que je raconte B à un autre univers de parties prenantes, que je ne me suis pas nécessairement posé la question de la cohérence, maintenant, je vais devoir le faire, sinon j'ai un problème d'audit. Et j'ai un problème donc de certification des comptes, etc. Et ce n'est pas epsilonesque, c'est absolument majeur. Donc ça, c'est le cœur du réacteur de CSRD. Et tout le reste, c'est d'essayer de faire en sorte que les datas soient les meilleures possibles, etc. Mais là, je rejoins ce que disait à demi-mot Daniel. Si, sur la partie qui n'est pas le cœur du réacteur, il faut simplifier, simplifions. Ce n'est pas grave. Dire, vous avez ici un Impact France, un Impact Score. Si on dit c'est génial, mais en fait on va le généraliser, mais on va en prendre que 90% et pas 100%, vous dites il vaut mieux prendre 90% surtout que rien. C'est pareil, s'il faut simplifier CSRD sur les datas, c'est pas grave, faisons-le. Ce qu'il ne faut pas lâcher, jamais, parce que sinon on perd tout, c'est la jonction avec l'audit financier et la valorisation. Parce qu'une fois qu'on a gagné ça, alors la théorie du changement se déploie. Et je prends un autre exemple, parce que la certification des comptes, c'est majeur pour une boîte. Un autre exemple, c'est la BCE. La BCE a déjà dit dans son plan d'action climat qu'elle ne prendrait plus en collatéral les titres financiers d'une entreprise qui ne respecte pas CSRD. Quand vous avez un problème de certification des comptes et que vous avez un problème parce que votre titre financier n'est plus éligible au collatéral de la BCE, donc il est plus cher, il est moins liquide et il est plus risqué, là c'est le cœur du réacteur. Et une fois qu'on a touché ça, on fait vraiment la transformation à grande échelle. Merci beaucoup. En fait, il y a quand même un élément qui reste le nerf de la guerre dans le fait de diffuser à plus grande échelle cette notion d'investissement durable et d'investissement impact. C'est effectivement la donnée, les outils, l'information. On a vu, et je pense que c'est central dans tout ce qui s'est dit, que cette information, il faut qu'on la relie ou qu'on arrive à la quantifier aussi d'un point de vue monétaire pour qu'à un moment donné, il y ait cette interconnexion qui se fasse encore plus. Je dirais aussi que le diable est dans le détail, parce qu'aujourd'hui, identifier une entreprise à impact, c'est être capable de savoir peut-être quel est son business model, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, quel type de population elle va pouvoir accompagner, soutenir. Donc voilà, cette notion
de la donnée et de l'information quantitative, elle est très très présente pour beaucoup de monde et surtout pour la communauté des investisseurs qui vont devoir aussi faire leur rapport CSRD comme toutes les entreprises. Maëva Courtois et Jean-Pierre Grimaud, par rapport à ça, est-ce que vous diriez qu'on a suffisamment d'éléments, suffisamment de standards, peut-être de normes, ou qu'est-ce qu'il faudrait de plus, de moins pour les investisseurs, de récupérer cette information et nous tous qui allons devoir aborder cette question de la CSRD et du reporting extra-financier, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur dans tout ça finalement ? Je dirais qu'il y en a trop. Il y a trop de normes. Mais précisément, moi, ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est si on regarde les agences de notation extra-financière, donc il y en a plusieurs sur le marché, si on regarde la même entreprise et donc la notation qui est mise, je prends Total comme exemple, si on prend du coup, il y a Sustainalytics, MSCI, plusieurs agences de notation extra-financière, vous avez des notes qui sont complètement divergentes. Vous pouvez avoir un 9 sur 10 il me semble que c'était ça, 8 ou 9 sur 10 chez Sustainalytics contre un 3 sur 10 chez MSCI. Et la problématique justement de l'extra-financier, en même temps on débute et les choses sont en train d'évoluer et ont déjà beaucoup évolué ces dernières années, mais c'est que quand on parle d'ESG et donc même d'extra-financier, en fait on englobe une tripotée de choses complètement différentes dans un même indicateur qui peuvent être quantifiées de manière différente. Parce que quand on regarde le E, donc l'environnement, le S, le social et le G, la gouvernance, qui sont des sujets, je veux dire, qui n'ont rien à voir, ça c'est pas vrai, mais en tout cas qui peuvent être pris de manière complètement, qui peuvent avoir des pondérations complètement différentes. En particulier le G, qui était vachement regardé déjà en amont par les investisseurs de manière financière, parce que ça a un impact direct sur les résultats financiers. C'est compliqué d'avoir derrière une méthodologie et des résultats qui sont cohérents et unifiés. Quand on parle de résultats financiers, il y a un indicateur c'est clé, combien je dépense d'argent pour gagner, pour faire du chiffre d'affaires. Donc le résultat entre guillemets est clair et on voit cette évolution. Donc il y a un besoin d'unification qui est complètement déjà en cours avec la taxonomie qui beaucoup aidé aussi à effectivement expliquer, en tout cas d'unifier le fait de dire qu'une entreprise est effectivement verte ou pas verte, donc ça je pense que ça va beaucoup aider. Et derrière, en tout cas nous chez Helios, quand on a commencé, moi mon point c'était de se fixer sur le E réellement en priorité, avec évidemment l'évaluation du S, mais la note principale, le regard principal est le E, et après d'avoir des méthodologies, et on peut se le permettre parce qu'on est un jeune acteur, etc., donc je fais le disclaimer, mais d'avoir une méthodologie qui soit compréhensible et claire pour quelqu'un qui n'est pas dans le secteur financier. C'est-à-dire qu'on a une liste d'inclusion, tous les secteurs qui sont identifiés par les scientifiques comme des secteurs qui doivent être transformés dans les prochaines années, énergie renouvelable, mobilité bas carbone, tous ces secteurs qu'on connaît font partie de notre liste d'inclusion. Donc on va aller regarder des projets uniquement dans ces secteurs-là. Et pour simplifier aussi, on a directement fait une liste d'exclusion qui exclut tous les secteurs qui sont identifiés également comme des secteurs à risque qui doivent cesser. Donc on parle beaucoup des énergies fossiles, mais il y en a évidemment plein d'autres dans la biodiversité. Et ça, je pense que d'avoir un message transparent, ça aide. Et le dernier point, c'est pouvoir trouver une façon de montrer de manière simple aux clients et aux investisseurs et aux épargnants qu'un fonds ou qu'une entreprise avec une méthodologie commune est verte ou pas verte et savoir le justifier. Ce besoin d'harmonisation, Jean-Pierre Grimaud, vous partagez cette idée ? Il y a un besoin d'harmonisation, mais il y a aussi un besoin de faire une petite pause réglementaire. Ces 10 dernières années, on a vécu une inflation réglementaire extraordinaire pour la bonne cause. Je ne méprenez pas mes propos. Mais aujourd'hui, il faut les faire vivre, ces réglementations, et éviter de les bouger
tous les ans. On a une partie du greenwashing, il faut se le dire, provient en partie de l'instabilité réglementaire. On a eu dans nos activités d'investissement des couches, un petit millefeuille réglementaire qui s'est mis en place, avec parfois des réglementations qui ne s'emboîtaient pas les unes par rapport aux autres et qui pouvaient être en contradiction parfois les unes par rapport aux autres. Et ça participe beaucoup en fait à ce phénomène d'incompréhension. Finalement, on me raconte un peu n'importe quoi. Donc, la pause réglementaire est nécessaire. Il faut faire vivre CSRD, voir comment cette réglementation, comment les entreprises l'accaparent, comment elles travaillent avec les auditeurs, et cette convergence des métriques auditées est assez fondamentale pour bien comprendre la formation de création de valeur dans le futur. Donc, pas plus de réglementation, la faire vivre. En plus, on est en train déjà aussi de faire évoluer la directive SFDR. Je rappelle qu'on a demandé d'abord aux investisseurs d'avoir des trajectoires d'investissement alignées avec les accords de Paris avant qu'on demande aux entreprises de produire les éléments qui nous permettraient de le faire. Comment voulez-vous que les méthodologies soient uniformes ? Pas possible. C'est complètement dispersé. Donc laissons-nous un peu de temps pour faire vivre cela. La direction, tout le monde la connaît, elle est donnée, c'est très clair. Le Green Deal est en place, les outils sont en place, il faut les faire vivre. Il faut se donner les moyens de la mesurabilité. Moi, ça me rappelle de ça dans ma jeunesse, quand j'ai commencé dans la finance il y a très longtemps maintenant. Il n'y avait pas d'harmonisation sur le calcul de la performance. Chacun calculait sa performance un peu comme il le voulait. Et à un moment donné, un régulateur a dit non, voilà, c'est la méthode. Bon. Et tout le monde s'est mis au clair là-dessus. Il n'y a plus de discussion et c'est très bien. Et dans ces domaines-là, c'est exactement la même chose. Il faut trouver les éléments de mesurabilité et c'est par la preuve que l'on arrivera à convaincre l'investisseur final qu'il faut convaincre, qui est la personne physique, pas l'institutionnel. C'est la personne physique parce que la personne physique, il est à la fois épargnant et consommateur, et c'est lui qui fait bouger l'économie. Ce n'est pas les institutions à elles seules. Oui, tout à fait. Nicolas Sellier et Daniel Ball, en fait, on a parlé aussi de ce sujet de comment est-ce qu'on pourrait monétiser l'impact, comment on pourrait s'assurer que les bilans, les comptes de résultats intègrent les impacts sociétaux, environnementaux. Un peu la même question, comment est-ce que vous abordez ces sujets-là et quelle est votre perception de comment choisir les bons indicateurs, comment s'assurer que finalement ils vont permettre de prendre les bonnes décisions. Nicolas Sellier. Alors, nous, c'est assez basique, comme on a dit dans les startups ou des PME, un bon indicateur, c'est un gars qui forme au digital des gens sans emploi pour avoir un CAP de petite enfance. On mesure l'origine des personnes. Est-ce qu'après 6 mois de formation, ils ont un job durable? Et on refait le point. Est-ce que 9 mois après, ils ont un job durable? Donc on a 4 KPI qui servent à motiver le management. On dit, toi, ces 4 KPI, nous, on est incentivé. Notre rémunération variable dépend de ces KPI. Donc toi, en tant que dirigeant, on s'attend à ce que ton partage de la valeur et tes compensations dépendent aussi de ces KPI. Donc là encore, on a la chance d'avoir des modèles qui se constituent autour de l'impact pour qui les sujets sont un peu plus simples que dans d'autres univers. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai l'impression qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une pause réglementaire aujourd'hui. Sinon, il ne se passera rien. On voit en revanche, se mettre aussi, c'est simplifier la réglementation. Et c'est ça tout l'enjeu, que la complexité de la réglementation ne soit pas une excuse pour des gens de dire « Ah ben non, regarde, c'est trop complexe, nous on est une PME, on n'a pas le temps, on va payer de l'argent et on va y perdre du temps. » Ou pour d'autres, de payer des hordes d'analystes qui vont contourner et faire du greenwashing. Je pense qu'il faut accélérer, simplifier, et typiquement vous citiez SFDR, on a lancé au niveau européen on a répondu à la consultation de l'Union européenne sur les sujets SFDR. Nous on est investisseurs, SFDR on n'y comprend rien, il faut reporter est-ce que c'est de l'impact, pas de l'impact, est-ce que c'est des solutions, de la transition, de l'ESG, de l'externalité, on n'y comprend pas grand chose et donc je pense que là encore on milite, et nous, c'est vrai que nos startups, là, ici, il faut choisir ses combats, elles n'ont pas le temps de développer leur business et de répondre à tous les reportings, mais raison de plus pour, si on veut aller de l'avant, continuer, simplifier, pas perdre le momentum, mais avoir des choses qui soient claires et qui parlent à Madame Michu, à l'entrepreneur, à un analyste et un dirigeant d'entreprise. Moins mais mieux. Et après, ça, c'est les normes imposées, et je pense qu'il y a un outil
Je rebondis sur ce que Daniel Ball disait. Il y a un outil qui est d'une richesse et qui est sous-utilisé, qui est le modèle d'entreprise à mission. En entreprise à mission, ça force, pour certaines sociétés comme des entreprises impact ou des groupes mutualistes, des groupes comme Crédit Mutuel qui sont par construction décentralisés et très proches de leurs écosystèmes, c'est plus facile. Mais l'entreprise à mission, ça pousse à remettre à plat la stratégie et à se définir ses propres KPI impact et à redéfinir ses modèles, son propre reporting, se l'imposer à soi-même. Donc je trouve que le modèle d'entreprise à mission est, à mon avis, encore d'être beau jour devant lui et aussi un formidable outil pour se construire, faire venir de l'intérieur de la stratégie de l'entreprise son reporting et ses indicateurs. Daniel Ball, là-dessus. Juste par rapport à ça, d'abord, aujourd'hui, le travail pour améliorer les indicateurs est en cours, je crois, dans toutes les entreprises. Et en ce qui nous concerne, nous investissons fortement, et notamment on a créé un institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité qui a comme mission de travailler en ce sens. Ensuite, juste pour donner un chiffre et pour montrer l'importance que ces sujets peuvent avoir, on est sur un plan stratégique qu'on a démarré au début de l'année. On a 5 indicateurs phares. Et un des indicateurs est clairement la réduction de l'empreinte carbone de notre bilan. Parce qu'évidemment, si on prend juste notre empreinte carbone en propre, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la réduction de l'empreinte carbone du bilan de 20% dans le cadre du plan stratégique, ça concerne tout le monde. Pour juste l'illustrer, c'est un des points qu'on a intégré dans les indicateurs de notre nouvel accord d'intéressement. Donc ça veut vraiment dire que tous les collaboratrices, tous les collaborateurs vont être concernés par ça. D'accord. Merci beaucoup. Pascal Canfin, quelle est la prochaine étape en matière d'initiative législative pour faire en sorte que cette double matérialité soit encore plus comprise et pratiquée par les entreprises dans leur reporting CSRD? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Malheureusement, beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que c'est l'idée, le mot de la pause, je pense que c'est vraiment le faux débat. Parce que, évidemment, il faut mettre en œuvre ce qu'on a fait. Donc, c'est le sens de ce que vous voulez dire. Mettons en œuvre. Évidemment, si c'est trop compliqué, de toute façon, on n'arrivera pas à mettre en œuvre. Donc, s'il faut simplifier, simplifions. Mais ne simplifions pas pour ne pas le faire. Simplifions pour le faire. Et là, j'ai vraiment impérativement besoin, moi qui au Parlement aurais à éventuellement renégocier ces simplifications, du retour terrain, entre guillemets, des entreprises et des investisseurs pour me dire ça, c'est vraiment inutilement, stupidement compliqué. Ça, c'est totalement nécessaire. Évidemment, ceux qui ne veulent pas le faire vont vous dire que c'est trop compliqué, mais il faut le faire. Et ce point de passage-là, c'est vraiment une des batailles des prochains mois qu'il ne faut pas rater, parce qu'on peut, malheureusement, soit ça nous conduirait à être inutilement conservateur, y compris quand ce n'est pas la peine et que c'est trop compliqué, ou inversement, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ça, c'est pas de la pause réglementaire. Revoir SFDR pour le rendre cohérent avec CSRD, éventuellement simplifier CSRD, tout ça, ça n'est pas de la pause réglementaire, c'est toujours des nouvelles règles, mais qui viennent les rendre plus intelligentes. Et si je devais, dans un univers extrêmement vaste, sélectionner un point qui a déjà été mentionné, et j'insiste sur son importance, c'est la question de la rémunération des dirigeants au sens large, et ensuite éventuellement de l'ensemble des équipes, mais tous ceux qui ont une rémunération variable significative. J'ai personnellement mené cette bataille dans la mandature précédente, dans le texte Devoir de vigilance dont vous avez probablement entendu parler. Il y avait un chapitre qu'on avait introduit un peu au forceps qui créait une obligation d'intégration de la rémunération variable sur les objectifs climat. Encore une fois, c'est pas qu'il n'y ait pas que le climat dans la vie, mais c'est celui sur lequel la maturité était politiquement la plus avancée pour réaliser et trouver des majorités. Malheureusement, dans la négo finale de la dernière nuit, ce truc a sauté. Bon. Donc il faut le reprendre. Et moi, je suis absolument persuadé que c'est un outil majeur. Tu l'as parfaitement décrit en 1 minute, je ne reviens pas dessus. C'est majeur. Et c'est totalement sous-traité, ça n'existe pas d'un point de vue politique. C'est-à-dire que c'est dans le programme de personne.
J'avais réussi à le faire mettre, ça a sauté, il faut revenir. Et il y aura une opportunité dans les 5 ans qui viennent, c'est la révision du texte, excuse-moi, c'est encore une loi, une révision du texte sur la directive droit des actionnaires. Bon, et je pense qu'il faut, si vous êtes tous convaincus dans cette salle et en tant que différents mouvements dont les logos étaient affichés au début, que c'est un élément clé dans la théorie du changement qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire l'alignement des intérêts de tous les éléments variables de la rémunération sur l'ensemble de la chaîne de valeur à l'intérieur de l'entreprise pour que les enjeux de gouvernance soient complètement alignés avec les enjeux dits extra-financiers, eh bien, c'est majeur. Et il faut qu'on se mobilise ensemble. Il faut qu'on se mobilise ensemble pour faire exister le sujet et ensuite gagner la bataille. Donc j'aurai besoin de vous, et donc je ne manquerai pas, différentes organisations, et peut-être vous à titre personnel, de vous remobiliser sur ce sujet et de vous ressolliciter pour gagner cette bataille qui malheureusement fera une loi de plus en Europe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et quelques petits mots de conclusion, donc pour résumer tout ce qui s'est dit. Bon voilà, effectivement, malgré quelques réticences qu'on a pu voir, que ce soit outre-Atlantique ou ailleurs, on est tous très convaincus qu'il faut y aller, qu'il faut perdurer et s'accrocher à tout ce qui a déjà été fait avec l'aide de plein de catalystes, dont ce que fait le régulateur et le politique, mais aussi de la demande tout simplement des investisseurs pour plus de sens, plus d'impact. Il va y avoir des conditions nécessaires à ça. Il faut qu'on continue à travailler sur l'interconnexion entre la valeur financière et les impacts sociaux et environnementaux. Donc il y a certainement de l'innovation à prévoir, des réflexions à mener. Il y a le sujet en fait du reporting, de la transparence qui a été mentionné et qui est aussi très transparent. On a tous aussi en tant qu'investisseurs et pour les entreprises brainstormer sur ces sujets-là et ouvrir le capot comme on dit. Ça va être une condition nécessaire. Les risques, ça a été évoqué aussi par Pascal Canfin. Il faut continuer à gérer ces risques-là. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la sphère financière, notamment sur les risques climatiques, mais probablement qu'il faudra continuer à creuser ces questions. Et puis, le régulateur va bien évidemment continuer à mener sa réflexion et, comme on l'a entendu, probablement proposer d'autres idées. Il ne faut sans doute pas en avoir peur. Il faut se féliciter si ça va vers plus de simplification. Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore besoin de beaucoup de financement pour faire en sorte que la finance à impact se généralise. Et il faut faire en sorte que les modèles de gouvernance, de rémunération évoluent aussi. Entreprise à mission et un cadre qui pourrait être plébiscité, mais il y en a certainement d'autres. Et tout ça va conduire à de l'innovation, c'est certain, sur le plan économique, sociétal, politique. Et c'est ce qui conditionnera probablement le fait que tout ça fonctionne. Merci beaucoup.